Salutations, je suis Chad. Je souhaite partager avec vous des informations sur d'impressionnantes armes anciennes méconnues. Elles sont un peu obscures, elles n'ont pas été utilisées de façon répandue, et certaines d'entre elles sont vraiment très méconnues. Donc vous savez, c'est un peu différent de ce à quoi vous auriez pu vous attendre. C'était juste des créations fantastiques vues dans la culture populaire, comme les films, séries, romans et jeux vidéo. Mais si ils ont vraiment existé, dans cet épisode, nous allons parler de l'épée du bourreau. Et oui, il y a vraiment eu une épée dans l'histoire qui a réellement existé. Elle s'appelait l'épée du bourreau. Ou bien, nous l'avons nommée l'épée du bourreau de nos jours. Parce que c'est, vous savez, la meilleure désignation que nous puissions lui donner en fonction de son usage et de sa fonction. L'épée la plus ancienne conçue ainsi date de 1540. C'est le XVIe siècle, donc juste après le Moyen Âge. Ce n'est donc pas une épée médiévale. Leur utilisation la plus marquante remonte au XVIIe siècle. De nombreux tribunaux et hôtels de ville exhibaient une épée de bourreau sur leurs murs. Un peu comme un symbole de la justice ou bien un rappel des peines plus sévères encourues en cas de violation de la loi. Une des premières choses que vous remarquerez tout de suite à propos de l'épée de bourreau, c'est sa taille. C'est une grande épée, remarquable par l'absence de pointe. C'est intéressant car cela montre clairement que l'épée n'était pas faite pour les stocks. Et grâce à son nom, vous pourriez, vous savez, deviner à quoi elle était vraiment destinée. Trancher, spécifiquement trancher la tête des gens. En fait, l'épée du bourreau me semble presque être l'opposé total d'un certain type d'épée que je vais mentionner dans un instant, parce que lorsqu'on a une épée, il y a plusieurs fonctions qu'on peut en tirer. Et bien sûr, trancher et percer. Mais il y a certaines épées dont les qualités sont accentuées dans leur conception pour mieux performer dans l'une de ces catégories. La rapière, celle que j'avais promis d'évoquer, est évidemment une épée conçue pour vraiment exceller dans les stocks et pour être performante dans les stocks. Sa capacité de coupe a été considérablement réduite, mais il existe aussi des épées dont le potentiel de coupe a été augmenté grâce à leur conception. Et les stocks, vous savez, selon la capacité de coupe qu'ils souhaitent pour leur épée, déterminera à quel point elle sera moins efficace pour les stocks. L'exemple principal d'une épée simplement lancée est les stocks. Et même, vous savez, certains équilibres de poids et tout ça sont mis de côté juste pour aller à fond la puissance de coupe. C'est l'épée du bourreau parce qu'elle a un but et une fonction principaux qui sont de couper, mais de faire une coupe correcte. Celle-ci est conçue pour trancher à travers un humain, pas seulement entailler la chair, mais traverser l'os. C'est une épée conçue pour tuer en un seul coup. Et, bien sûr, pour aider dans ce domaine, elle se manie à deux mains, parce qu'avec deux mains, on a beaucoup plus de levier dans le mouvement. L'autre fait important à savoir sur cette épée, qui est un peu plus difficile à voir simplement en la regardant, c'est qu'elle est dépourvue d'un effilement distal. Et un effilement distal est la réduction de la largeur de la lame le long du plan distal. Donc pas le profil de l'épée, ni en la regardant de face. Les épées historiques utilisées pour le combat avaient le plus souvent un effilement distal. C'était un fait très important pour réduire leur poids et les rendre plus maniables, plus agiles au poignet pour rediriger leur élan. Mais l'épée de bourreau, elle, n'est pas destinée au combat. En fait, le poids supplémentaire sur la partie supérieure de la lame serait très utile pour la fonction à laquelle elle est destinée. Ainsi, en ajoutant une pointe à une épée de bourreau, vous ne vous contentez pas de la fabriquer. Une épée à deux mains ordinaire, courante dans d'autres parties de la période médiévale, serait toujours ridiculement lourde en tête pour ce type d'épée dans cette catégorie de taille. L'autre instrument courant pour exécuter des personnes par décapitation à l'époque médiévale était la hache. Alors, pourquoi voudriez-vous choisir une épée de bourreau plutôt qu'une hache? D'accord, mais pourquoi fallait-il développer ce type d'épée? Il y a quelques points intéressants qui peuvent ressortir quand on y réfléchit, et c'est cela. Les épées qui ont généralement toujours été considérées comme bien plus prestigieuses que la hache. On peut donc considérer que les personnes exécutées par cette épée étaient de statut supérieur. Malheureusement, nous ne pouvons pas en être certains. Tout cela n'est que supposition basée sur ce que nous pouvons essayer de reconstituer à partir des archives historiques ici et là. Nous savons que des personnes très célèbres ont été décapitées à l'épée. Anne Boleyn, seconde épouse d'Henri VIII, a été exécutée par décapitation à l'épée. En fait, un maître épéiste français a été engagé pour accomplir la tâche afin de s'assurer qu'elle soit réalisée d'un seul coup.
Ce qui est intéressant concernant les options que le roi Henri a envisagées pour l'exécution d'Anne Boleyn. Il a commencé par envisager le bûcher, puis il a réduit la sentence à la décapitation à la hache, et enfin il l'a encore allégée en optant pour la décapitation à l'épée. Il est intéressant de noter que l'épée semblait être considérée comme une forme de mort plus miséricordieuse. Une théorie que j'ai lue explique la comparaison entre l'exécution à l'épée et à la hache, affirmant qu'avec l'exécution à l'épée, cela peut être fait avec la personne agenouillée mais droite, alors qu'avec l'exécution à la hache, elle doit être penchée en avant. Être droit en position agenouillée est considéré comme une manière plus honorable de mourir, parce que vous êtes en quelque sorte agenouillé comme en prière devant Dieu, alors que si vous êtes tué en étant penché, vous êtes tué comme un animal. L'une est la mort d'une personne pieuse, l'autre celle d'un animal misérable. Je ne sais pas si c'est anecdotique, c'est une théorie que j'ai trouvée sans pouvoir la confirmer par une source fiable. C'est un point intéressant à considérer. Pourtant, il y a un avantage plus pratique à l'épée de bourreau par rapport à la hache, et c'est le ratio de coupe. C'est un avantage que toutes les épées ont sur la hache. De manière générale, en ce qui concerne la coupe, si elles ont une capacité de coupe décente, toute la longueur de la lame est capable de couper. Alors qu'en revanche, la tête de la hache, selon sa conception, peut en fait être assez étroite. Et si jamais vous utilisez une hache, il peut arriver que vous dépassiez la cible et que la lame la rate complètement. Et c'est juste le manche qui touche ce que vous visez. La surface de coupe, celle qui frappe, est en fait bien plus petite. C'est presque impossible avec une épée, sauf si on est très proche et qu'on frappe avec la garde. Et si c'était juste un raté partiel. C'est bien plus simple avec une hache qu'avec une épée, d'accord? Où la moitié de la tête de la hache traverse le cou de la personne, d'accord, et ils sont à moitié décapités. Et s'ils survivent pendant un court instant, d'accord? Et la douleur qu'ils ressentiraient allongés sur le billot, la tête à moitié attachée, ce n'est pas bon, non. Avec une épée, il est beaucoup plus facile d'atteindre sa cible sur toute la longueur de la lame comparé à la hache. Et donc, l'épée du bourreau est en réalité une arme de décapitation un peu plus sûre que la hache pour les exécutions, comme son nom l'indique. Ça ne signifie pas que tout est parfait, d'accord? L'un des problèmes que rencontrent les épées pour couper des cibles épaisses, comme le cou de quelqu'un, les os et tout ça, c'est la masse. Les épées n'ont pas autant de masse qu'une hache. Alors, à quoi peut-on s'attendre sur l'épée du bourreau? C'est une lame plus grande. Cette chose est large. D'accord, elle a de la masse, et c'est pour aider sa capacité de coupe. Mais bien sûr, la masse n'est pas la seule chose. Il faut qu'elle soit vraiment tranchante. D'accord? Cette épée est partiellement émoussée, elle aura beaucoup de mal à couper, et elle peut rater une coupe, et rater des coupes. Cela arrivait lors des exécutions. Donc, avec tout ce que nous avons compris sur l'épée du bourreau, ce qu'elle était, à quoi elle servait, et quels sont ses avantages et inconvénients, pouvons-nous maintenant élargir ses usages dans la fantaisie médiévale? Ce qui est intéressant à ce sujet, cependant, c'est que nous avons en quelque sorte des équivalents de l'épée du bourreau dans les univers fantastiques, parce que nous adorons donner à nos héros des épées démesurément grandes. Il y a les épées ridiculement surdimensionnées, mais aussi des épées assez grandes et épaisses, comme celle du film Warcraft. Celles-ci, en termes d'épaisseur, elles sont à peu près aussi larges que les épées de style bourreau. Mais en termes de profondeur, leur épaisseur sur le plan distal, oh, c'est ridiculement trop lourd. Mais quand même, c'est un bon exemple des types d'épées fantastiques qui sont en fait un peu plus proches de l'épée de style bourreau qui existe dans la vraie vie. Disons que vous aviez un aventurier et qu'il voulait une épée de bourreau. Eh bien, l'épée de bourreau serait particulièrement utile contre des créatures qui doivent être décapitées ou découpées. Oui, je pense que ce type d'épée serait en fait une bien meilleure épée pour tuer des zombies que d'autres types d'épées. Et vraiment, pour tout type de monstre qui doit simplement être découpé pour être éliminé efficacement, l'épée de bourreau est un excellent choix. Parce que, encore une fois, on bénéficie de ces avantages inhérents d'une grande capacité de coupe, un peu comme une hache, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment une hache. Les haches offrent une capacité de coupe bien supérieure à celle d'une épée classique. Ils bénéficient aussi de leur ratio de coupe, ce qui rend ces armes plus précises pour atteindre leur cible. Donc c'est très utile pour un aventurier particulièrement costaud. Les orques adoreraient cette arme. Et en fait, n'importe quel type de créature particulièrement forte qui utilise encore des armes au combat
Donc, si un univers fantastique manque déjà d'épées à lame particulièrement large, l'épée d'exécuteur est un ajout merveilleux et historiquement authentique pour dynamiser vos univers fantastiques et tout ça. Et voilà, c'était l'épée d'exécuteur. Ce fut un privilège pour moi de vous la présenter si vous ne la connaissiez pas déjà. Ou si vous voulez simplement en parler, car c'est une épée incroyable qui a vraiment existé. Merci d'avoir regardé, hâte de vous revoir. Surtout lorsque je m'intéresse à d'autres armes historiques, obscures, mais impressionnantes. Si vous connaissez des armes réelles peu connues qui existent dans l'histoire, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et à ce sujet, j'aimerais découvrir des armes qui ne sont pas forcément limitées à la période médiévale, car bien sûr, la période médiévale est celle sur laquelle je possède le plus d'informations. Si vous connaissez des armes impressionnantes, uniques ou obscures d'autres cultures, dites-le moi, parce que je ferai sûrement plus de recherches et une vidéo sur ces sujets. J'ai hâte de lire vos commentaires ci-dessous et à la prochaine fois.